Je fais de la politique, je bouffe comme une barrique. C'est dur d'être au régime quand on est du régime. Alors je fais de la gym, du yoga, du jogging, pour pouvoir me retourner, me courber, me relever. Le soir et le matin sans me faire un tour de rein. Je fais de la politique, la France est ma boutique. Je vends de la République, mon destin est unique. J'ai dans ma gibecière des lendemains enchanteurs. Plus de vacances, moins de misère, moins d'épinards, plus de peur. Mon chauffeur est chinois, mais je l'appelle Benoît. Je fais de la politique, je parle aux ouvriers. Je leur dis pathétique, mes amis, écoutez. Vous verrez, le jour viendra où je crois que ça ira. Alors ils me font fête, j'écrase une larmichette. Puis je dis à Benoît, ramenez-moi chez moi. Oui monsieur. Je fais de la politique, on y va. Et les soirs d'élection, j'ai un peu la colique, la gloire à sa rançon. Lorsque je prends une pile, je ne perds pas la face. Je ravale ma bile et je me dis dans la glace. Sois fair play mon garçon, t'auras la peau de ce con. Je fais de la politique, j'ai une femme admirable qui est photogénique et c'est indispensable. J'ai 22 secrétaires mais faut pas mélanger l'amour et les affaires, j'en baisse que la moitié. D'ailleurs de vous à moi, je me ferai bien Benoît. Oui monsieur. Je fais de la politique, on y va. J'ai appris à l'ENA une fameuse technique pour dire n'importe quoi. Je prends un mot par-ci, j'ajoute une phrase par-là, j'enlève le sens ici, je vire les idées par-là. Quand j'arrive au néant, on me dit quel talent. Je fais de la politique, je défends un idéal techno-démocratique, socialo-libéral. Je fais des petits déjeuners avec la presse parlée. Je fais le bilan du passé, passez-moi le pain grillé. Je parle du futur, voilà les confitures. Je fais de la politique, j'ai des amis fidèles dans le milieu artistique et le monde industriel. J'envoie des ascenseurs, je reçois des ascenseurs, je renvoie des ascenseurs, tiens voilà l'ascenseur. Parfois pour digérer, je descends par l'escalier. Je fais de la politique, mais c'est un esclavage. Je ferai des choses iniques pour un point de sondage. Quand je le vois souriant, ouvrir sa petite musette et manger son riz blanc avec ses 2 baguettes, je me demande si Benoît n'est pas plus heureux que moi. Changez vos cavalières, crime, trahison, misère, mais tout le monde s'en balance, alors tout le monde danse. Même s'ils sont couverts de sang, ce qui compte c'est d'être bien habillé. Gauche et droite montrent les mêmes dents quand l'un des leurs est accusé. C'est sans doute que la politique, ça passe avant les belles idées. C'est la grande solidarité du show business démocratique. Changez vos cavalières, crime, trahison, misère, mais tout le monde s'en balance, alors tout le monde danse. Pouvoir politique exhale la même odeur d'horreur banale. Guevara serait devenu Castro s'il avait vécu un peu trop. Et le vrai programme commun, c'est s'enrichir sur l'égalité, tuer pour la fraternité, enfermer pour la liberté. Changez vos cavalières, crime, trahison, misère, mais tout le monde s'en balance, alors tout le monde danse et swing la baguette dans le coin de la boîte à bois. Le ministre du Travail est mort, je suis déçu, je croyais encore que le travail c'était la santé. Il n'y a plus de valeur, on est paumé. Les Français reprochent aux élus d'être occupés à s'engraisser. Mais eux, que font-ils donc de plus? Gagner du fric avant de crever. Changez vos cavalières, crime, trahison, misère, mais tout le monde s'en balance, alors tout le monde danse. Vous avez vu les gens là du talc Morange qui sont responsables de la mort d'une trentaine de bébés et du fait que 40 autres soient handicapés à vie. La police a piétiné très longtemps et finalement n'a pas trouvé de coupable vraiment. C'était pas les gens de chez Morange, c'était pas l'hexachlorophène, c'était pas le talc. C'était le cul des bébés, c'est vrai. Alors on a filé des peines de prison avec sursis dans le doute, hein, quand même, après tout c'est pas si grave que ça. Par contre, ceux qui fument du talc, eux ils font de la prison ferme. Ça.
Pourquoi faire des études poussées pour exercer dans la justice? T'as qu'à rentrer dans la police, ça va plus vite, c'est bien payé. Il suffit de savoir tirer, d'avoir un sens d'observation qui permette de distinguer à la couleur mauvais et bon. Changez vos cavalières, crime, trahison, misère, mais tout le monde s'en balance, alors tout le monde danse. Les nouvelles méthodes des flics nous épargnent l'épineux débat sur cette peine de mort archaïque qui nous salit du haut d'en bas. Badad, votre poisselle, monsieur, avec 2 doigts bouchez votre nez, car comme je l'ai promis, la démocratie est avancée. Changez vos cavalières, crime, trahison, misère, mais tout le monde s'en balance, alors tout le monde danse. Changez vos cavalières, crime, trahison, misère, tout le monde s'en balance, alors tout le monde danse. La République, c'est moi! C'est l'heure de vos pilules. Pas celle-là. Pas celle-là. Avec un grand verre d'eau. Merci. À vous. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Oh, quelle horrible tête! La dernière fois que je me suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe, j'avais fixé un délai, une dizaine de jours, pour juger de l'efficacité des choix faits et décider de l'opportunité de mesures nouvelles. Qui c'est qui a dit ça? Nous y sommes. Si les efforts consentis ont été utiles, la lucidité commande d'admettre que cela ne suffit pas, cela ne suffit plus. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. Non, c'est... Le nombre de contaminations rapportées à la population a doublé en moins de 2 semaines. Non, c'est... Nous avons pris des mesures. Elles se révèlent toutefois insuffisantes pour endiguer une vague qui aujourd'hui touche toute l'Europe. Sortez-vous les doigts du cul! Notre stratégie a été définie dès l'été. C'était de vivre avec le virus. Et il s'agissait de maîtriser sa circulation en nous appuyant sur nos capacités pour tester, alerter, protéger, sur les gestes barrières, sur la protection des plus fragiles et des mesures de ralentissement de l'épidémie territorialisées. C'est ce que nous avons fait depuis le mois d'août. Alors moi, il m'épate. Avons-nous tout bien fait? Non. Nous aurions pu aller plus vite au début sur les tests. Mais depuis plusieurs semaines, nous sommes un des pays d'Europe qui testent le plus. C'était vivement recommandé, disons. Nous aurions collectivement sans doute dû davantage respecter les gestes barrières, en particulier au sein de la famille ou avec les amis, qui sont les lieux où nous sommes le plus contaminés. Nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Par un virus qui semble gagner en force à mesure que l'hiver approche, que les températures baissent. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre. Combien? 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires, et nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte, c'est clair ça? Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés sans que nous ayons cette fois la possibilité de transférer beaucoup de patients d'une région à une autre parce que le virus est partout.
Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, les médecins devront alors choisir, ici entre un patient atteint du Covid et une personne victime d'un accident de la route, là entre deux malades du Covid. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français. Allez, vous vous maniez le tronc maintenant. Quels sont nos objectifs? D'abord, c'est le premier, protéger les plus âgés, les plus fragiles, celles et ceux qui sont atteints de diabète, d'obésité, d'hypertension, de maladies chroniques et qui sont les premières victimes du Covid-19. Allô Tata, c'est toi Toine, comment va tonton? Tonton est couché avec 42 fièvres? Ah pas tant mieux. L'âge est le facteur prépondérant. Notre deuxième objectif, c'est de protéger les plus jeunes. Je l'ai déjà dit, si le virus tue les plus âgés, il tue aussi, même si c'est rare, les plus jeunes. Troisième objectif, c'est de protéger nos soignants, qui à l'hôpital, dans les structures médico-sociales, en ville, ont déjà beaucoup donné durant le printemps. Enfin, il nous faut protéger notre économie. Der beau garçon ist ein salopard. Ein grosse salopard. Nous pourrions, certains le préconisent, ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers de nos concitoyens. Ce ne sont pas nos valeurs, ça n'est pas non plus notre intérêt. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin? Quant à la piste de l'augmentation de nos capacités de réanimation, que certains évoquent comme une piste qui nous permettrait de ne pas prendre des mesures difficiles aujourd'hui. Je vais vous dire très clairement, nous sommes en train de le faire, mais là non plus, ça n'est pas une bonne réponse. Nous avons les stocks de médicaments, les respirateurs, les masques, les blouses, les gants, tout le matériel nécessaire, parce que nous avons appris de nos insuffisances, de nos manques durant la première phase. Allô? Allô docteur? Pourquoi ça? Mais si ça me regarde! Oui, mais moi je ne m'en fous pas, figurez-vous! Boutonneux! Nous avons ainsi poussé nos capacités, qui sont passées de 5000 lits avant la première vague à 6000 aujourd'hui, et nous allons les porter au-delà de 10 000 lits en réanimation. Un effort colossal a été fait, de formation, d'investissement. Mais il n'est pas suffisant face à cette vague. La plupart d'entre eux font la sourde oreille. Eh bien moi, je n'hésite pas à dire que je trouve cela révoltant. N'est-ce pas? Du reste, quand bien même nous pourrions ouvrir beaucoup plus de lits, et malgré l'effort de doublement que nous avons réussi, qui peut sérieusement vouloir que des milliers de nos compatriotes passent des semaines en réanimation avec les séquelles que cela implique sur le plan médical? Ça va chauffer! J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Calme-moi, toi. Calme-moi! Mieux que ça. Mieux que ça. Parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Quelles seront les règles? Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps. Comme au printemps, vous pourrez travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. Regarde, tu viens fou, moi, regarde. Comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues. Les rassemblements publics seront interdits. Les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Chut, c'est un la console professionnelle, la tradition française, la restauration. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Dites-moi, vous avez une tête énorme. Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel. Comment? J'adore le comique, c'est entendu, mais j'ai horreur de certains genres de plaisanteries. Par rapport à mars-avril, nous avons, je le disais, appris et nous avons progressé. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Nos frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes. Et sauf exception, les frontières extérieures resteront fermées. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore,
C'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Enfin, pour éviter que ne se nouent des drames humains que nous avons vécus au printemps, où des personnes en fin de vie se retrouvent totalement isolées, les visites en maison de retraite et en EHPAD seront cette fois autorisées dans le strict respect des règles sanitaires. Quant aux cimetières en cette période marquée par la Toussaint, ils demeureront ouverts et je veux que nous puissions continuer à enterrer dignement nos proches. Alors, en cas de pépin, toc, œil de biche. Ce nouveau confinement ne réussira que par la mobilisation de tous et chacun a son rôle à jouer. Il est nul. Non, il n'est pas nul, monsieur Barjot, il est timide, voilà. Il est timide, voilà. Nous avons aussi besoin du sens des responsabilités de chacun et de l'esprit citoyen de tous. Il a raison. Restez au maximum chez vous, respectez les règles. Une fois encore, je vous le dis, la réussite dépend du civisme de chacune et chacun d'entre nous. Foutez-moi le con, je te tape. Comment cette nouvelle étape va se dérouler dans le temps? Chaque heure compte. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi. Et elles seront appliquées à minima jusqu'au 1er décembre. Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie. Nous déciderons, le cas échéant, de mesures complémentaires. Si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël. Nous verrons si nous pouvons cultiver l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année. Notre objectif à terme est simple, réduire très fortement les contaminations. Suivez mon exemple. Sachez rester simple, modeste. Et passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000, ralentir significativement le rythme des entrées à l'hôpital et en réanimation. Une fois le pic épidémique passé, tous ces outils doivent nous permettre demain de tenir jusqu'au vaccin à l'été, nous disent les scientifiques. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Mes chers compatriotes, nous avons tous été surpris par l'accélération soudaine de l'épidémie, tous. Nous devons, quoi qu'il arrive, rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division. Cette période est difficile parce qu'elle éprouve justement notre résilience et notre unité. J'ai confiance en nous, en vous. Nous devons tenir. Chacun à notre place. Nous sommes la France. Je compte sur chacun d'entre vous. Je demande un volontaire. Je serai là, nous serons là. Et nous y arriverons tous ensemble. Vive la République et vive la France. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Ce coup-ci, je note rien. Si c'est pour devenir dingue. Quand on fait une histoire à un copiste pour qu'il en fasse 3 exemplaires, que ça va lui prendre 3 mois et que ça va coûter la peau des fesses, c'est pas pour raconter le temps qu'il fait ou ce que vous avez bouffé le midi. On bite rien et en plus on s'en fout. Vous vous lancez trop dans les explications. En réunion, première erreur, dès le début, on pige rien. Et il faut savoir faire résonner l'histoire, la légende. Parce que pour faire une légende avec ça, sans en rajouter, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous n'avez rien du tout. Docteur Patrick Pelou, il se passe quoi là? Les centres sont des centres sont obligés de fermer? Bah oui, il n'y a pas de vaccin. Là, on est en train de gérer une pénurie. On a reçu, c'est les chiffres du gouvernement, on a reçu à peu près 2 millions de vaccins en France. Ouais. On en est à 650 000 à peu près personnes vaccinées ce matin. On ne sait pas comment... Le 1,5 million qui manque. Alors ça, je ne sais pas où il est. Mais ça, personne ne sait où il est, c'est ça qui est un peu gênant. Un, on ne sait pas où il est. 2, c'est vraiment insupportable parce que on est plusieurs toubibs à être montés au créneau en disant faut se vacciner, etc. Et c'est hyper important pour sauver le pays et tout. Et d'un coup, on vous dit, ah ben, il n'y a plus de vaccin. Deuxièmement, maintenant, quand on vaccine, vous savez, il y a une deuxième injection qu'on fait de principe à la 4e semaine. Bon, voilà, c'est tout à fait envisageable. À l'heure actuelle, maintenant, on est obligé de prévoir
cette deuxième injection. Donc, en fait, l'écart qui avait été décidé par le gouvernement, qui était intelligent, en disant, voilà, de 3, on passe à 4, comme ça, on gagne une semaine de primo-vaccination, comme ça, on protège plus de gens à 70%, c'était bien. Là, on peut pas le faire maintenant. Là, quand ce monsieur vous dit fort justement, je remets pas en cause leur volonté de faire ça dans un gymnase, etc., soit. Puis il dit, j'ai 3 box. Et puis, on va vacciner 3 malades toutes les 20 minutes. Mais c'est trop peu, les amis. Il faut aller beaucoup plus vite. Il faut ouvrir ce qu'a fait l'Angleterre, H24. Je l'ai dit au Premier ministre, il fallait mettre des gens qui ont l'habitude de la gestion de masse, de la vaccination de masse, qui a le plus d'expérience sur la vaccination de masse, sinon les médecins généraux militaires. Voilà. C'est eux qu'il fallait mettre. Il fallait mettre ça et dynamiser un truc. Bah ouais. Je n'ai rien contre le professeur Fischer, il est très très bien avec ses microscopes, ses éprouvettes, etc. J'ai rien contre, je suis tout maximum respect, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on lui demande de faire, il ne sait pas. Macron, quand il va féliciter Joe Biden, il prend son téléphone et puis il lui dit, écoutez, on débloque la vaccination et le vaccin de Pfizer, on le délocalise. Cette idée-là, ce matin, j'en ai parlé avec un pote qui me dit, oui, non, mais le problème qu'il y a, c'est que la France est prête à conditionner le vaccin de Pfizer, mais là, il va falloir 2 mois de procédure technocratique pour convertir des usines qui peuvent le faire demain. C'est juste tous ces principes de précaution, etc. Il y a un moment donné, il faut que d'un coup l'intérêt général prime, parce que ces usines fonctionnent, il n'y a pas à les remettre en cause, d'accord? Ça s'appelle les réquisitions, d'accord? C'est signé par le préfet et on gagne du temps. Vous vous rendez compte de ce qu'on gagnerait si on avait des usines de production en France? Le problème qu'il y a, c'est que le fonctionnement technocratique, il bloque tout. Vous avez le pouvoir de dire aux usines capables de fabriquer, vous fabriquez tout de suite. On va pas attendre 2 mois, madame la députée. On va pas attendre 2 mois que des types déposent des tampons sur des documents pour avoir des vaccins et vacciner le peuple. Vous devez bouger. Vous avez sans doute entendu madame Agnès Pannier-Runacher qui a expliqué, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, notre ministre de l'Industrie, c'est celle justement qui essaye de négocier avec un certain nombre de laboratoires français pour qu'ils puissent accepter de faire sur notre territoire la dernière phase. Elle est gentille, je la connais pas. Elle est très mais il faut qu'elle réquisitionne. Il faut qu'elle réquisitionne. Laissez-moi terminer. Vous pouvez toujours réquisitionner une usine demain matin. Vous interrogerez le directeur de l'usine et vous expliquera que pour lui, pour mettre en route, pour changer, parce qu'il a une ligne de production, il est en train de produire quelque chose. Oui, mais là, il va le faire dans 2 mois. Il faut qu'il arrête sa ligne. Je parle pas de l'administration, je parle de la technique uniquement. Il arrête sa ligne pour mettre autre chose. Eh bien, vous lui demanderez. Il faut 1 an pour le faire. Non, au mois d'avril, on n'avait plus de respirateurs. Et là, vous avez le génie français. D'accord, vous le savez comme moi. D'un coup, vous avez la réunion des ingénieurs de chez Peugeot, de chez Renault et de chez Philips qui se sont réunis, d'Air Liquide, surtout Air Liquide, et qui ont dit on fait des respirateurs. Et ils ont fait des respirateurs en 3 jours. Me faites pas croire que vous n'avez pas des patrons de chaînes de production pharmaceutique en France qui sont pas capables de vous dire hey, vous me donnez ce vaccin, dans 10 jours j'en sors. C'est de garde cette nuit. On a à nouveau sur Paris 20% des appels qui sont du Covid. D'accord? On n'en avait quasiment plus la semaine dernière. Donc ça remonte, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est très inquiétant. On est dans une figure où en fait le virus mutant est en train de monter en puissance. C'est même plus de savoir quand, s'il va y avoir un confinement, c'est savoir quand. Voilà, c'est ça. Vous comprenez ma colère par rapport au vaccin, parce que c'est pas possible. On va redire aux gens qu'on va les confiner. On va devoir redéprogrammer. On a 60% de retard sur les coloscopies, donc ça veut dire qu'il y a des cancers qui sont en train de monter. Vu le merdier, parce que c'est comme ça qu'on ne peut pas le définir autrement, d'accord, dans lequel on est. Le problème qu'on a, c'est que là, on n'a pas le temps. Parce que moi, ce que je vois, c'est que l'épidémie repart. C'est à ce point-là? Mais oui, c'est à ce point-là. Mais oui, le problème, c'est on est en train de remonter. Non, mais le docteur Pelou a raison. Chaque jour, les projections. Je te jure, c'est chaque heure, mais bien sûr. Et puis d'autre part, il faut que les gars, il faut qu'ils gardent le masque, le gel hydroalcoolique, la distanciation. On demande des contraintes au peuple comme jamais. Pour reprendre ce que vous disiez, on aurait dit il y a 1 an et demi au peuple, attendez, vous avez porté des masques, machin. Bon, vous avez vu comment on a un peuple qui est obéissant, vaillant et courageux. Mais on peut pas les désespérer. C'est évident qu'il va falloir reconfiner, mais il faut leur donner de l'espoir. Le seul espoir que tout le monde a compris, c'est le vaccin. Il y a des tas de professionnels qui peuvent pas se faire vacciner, ce qui est très grave. Les ambulanciers, nous on a une sélection des personnels, alors que par exemple, mais je critique pas, c'est pas facile de ce qui se passe, d'accord? Mais à mon avis, dans les hôpitaux, fallait dire, on vaccine
tous les personnels à risque dans les services, des urgences, rien. Non, parce que vous avez... Non, c'est l'instruction qui a été donnée. Non, cher ami, non, je vous assure, vous avez des personnels qui travaillent dans les réanimations parce qu'ils ont moins de 50 ans, ils peuvent pas être vaccinés. On en a perdu qui avaient moins de 50 ans, ils sont décédés. D'accord. Donc du coup, il y avait des priorités. Mais on parle pas avec le ministère de la Santé. Vous comprenez, on parle pas parce qu'ils sont entre eux, c'est un clan. On parle pas, on peut pas discuter avec eux pour leur dire vous vous trompez. J'ai eu le directeur de cabinet pendant un instant parce qu'il était pas content parce que j'avais dit que ça marchait pas. Donc là, je l'ai eu pendant une demi-heure au téléphone, puis après plus de son, plus d'image. C'est pas comme ça qu'on gère la crise. Vous voyez, des gens de terrain comme moi, je suis pas un passe-droit, je suis quelqu'un totalement quelconque. Mais quand vous dites, ça ne fonctionne pas. Entendez que le truc ne fonctionne pas. La crainte aujourd'hui, c'est ce virus qui vient de Grande-Bretagne. A priori, il est en France. Non, oui, il est en France. Il est en France. Il est en train de passer, mais à une vitesse grand V. Et ce qui se passe justement en Grande-Bretagne, c'est inquiétant. On va aller à Londres. Là, les chiffres, excusez-moi, Madame la députée, mais là, les chiffres, 15 millions de personnes vaccinées d'ici la mi-février. Et nous, on nous dit, on va arriver à 1 million fin janvier. N'oublions pas que eux, ils vaccinent également avec leur vaccin AstraZeneca, qui lui a été validé en urgence en décembre. Et nous, le dossier d'Astra est toujours sur le bureau de l'Agence européenne du médicament. Et quand est-ce qu'elle le regarde Quand est-ce qu'elle le regarde Alors, le 29 janvier. Non mais c'est terrible. Là, je vous rejoins. Vous envoyez des commandos de la marine, vous allez voir comment ça va être signé. Non mais je reconnais. Non mais vous vous rendez compte à Londres. Le 29 janvier. Vous vous rendez compte en Grande-Bretagne, 4,5 millions de personnes vaccinées. Est-ce que c'est l'Europe qui nous freine? Alors non, c'est pas l'Europe qui nous freine. N'oublions pas que l'Europe a pris des commandes, des précommandes dès le mois de juin. Mais pourquoi ils ont plus de vaccins que nous Alors, ils ont plus de vaccins que nous parce qu'ils ont passé d'abord l'Astra. C'est un vaccin britannique, c'est un laboratoire britannique. Pourquoi on n'a pas de vaccin français, nous? Mais pourquoi on n'a pas de vaccin français? Ils n'ont pas trouvé en même temps. Non, le vaccin, si vous voulez venir à Sanofi, Sanofi a choisi une technologie qu'il maîtrise bien. Avec la suppression de 400 postes de chercheurs. Au départ, beaucoup plus de temps de développement que les autres. Juste, attendez, mélangeons pas tout. Restons sur un sujet. La question que je pose, c'est comment eux, ils peuvent être à 4,5 millions de personnes vaccinées, 15 millions mi-février, et nous, on va faire la fête et on va appeler Katy Perry quand on va avoir 1 million, quoi. C'est clairement l'AstraZeneca qu'ils ont en plus, ils n'ont pas seulement le Pfizer. Mais le Pfizer avait dès le départ. Mais pourquoi on l'a pas? Parce que l'Agence européenne du médicament ne l'a pas validé. Et pourquoi? Ça sera le 29 janvier. Pourquoi? Ah, ça, il faut le leur demander. Parce que t'as un gars qui est dans un bureau, qui boit du café en nous regardant, en se disant ils ont raison, et puis il a un dossier à mettre un tampon, et il veut pas le mettre. Donc il y a un moment. C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que l'Agence européenne a demandé des données complémentaires, y compris la FDA. Et la FDA américaine ne l'a pas validé non plus. Elle a également demandé les mêmes informations complémentaires que l'Agence européenne du médicament. Excusez-moi, on est un peu à la rue quand même. Quand on voit ce qui se fait en Grande-Bretagne, on est à la rue. J'aimerais bien, à titre personnel, oui, que ça aille un petit peu plus vite au niveau de l'Agence européenne du médicament. Merci. Voilà, là on est d'accord. Donc l'Europe est un frein. Je ne dis pas que l'Europe est un frein. Je dis que dans le cas présent, l'Agence européenne du médicament est une agence indépendante. Mais en revanche, je ne connais pas ses procédures. Je ne sais pas vous dire pourquoi. En tout cas, je suis rassurée néanmoins de savoir que les données qu'ils avaient ne leur suffisaient pas et que par précaution, par prudence, ils ont demandé des données complémentaires. Ça prouve que le travail est fait sérieusement et qu'on sera correctement vacciné. Ça, c'est important. Donc on est plus sérieux que les Britanniques. Eux, c'est des clowns. Ils ont tout signé comme ça. Je n'ai pas dit que c'était des clowns. J'ai dit qu'ils ont mis en route une procédure d'urgence. Est-ce qu'ils ont mis... Et pourquoi on l'a pas fait, nous? Il faut qu'on le leur demander. Patrick et Julien Audoul après. Non mais juste un mot, il y a aussi voilà ce qu'ils ont décidé, ils vaccinent H24 dans tous les lieux. Vous avez votre journaliste là qui vient de dire on vaccine dans les cathédrales, les machins et tout. C'est cette dynamique, mais en fait cette dynamique là à l'heure actuelle, c'est juste qu'on n'a pas les doses. Vous voyez, on tombe sur le même problème. Mais on n'a pas AstraZeneca. Si on avait AstraZeneca, on aurait des doses. Exactement, mais au moins qu'on aille vite. Je veux dire, il y a la souveraineté du pays. La souveraineté du pays, elle est garantie même au sein de l'Europe. Rien n'empêche le président de la République de dire, écoutez, c'est la même chose avec les tests salivaires. Tout le monde utilise les tests salivaires. Nous, on a l'HAS qui a dit, ah ben non, on va pas les faire. Bilan, c'est un échec là encore. Donc d'un coup, il y a un moment, il y a une technostructure. Moi, je vous le dis comme je le pense, il faut que le politique reprenne la main. Je crois même, si vous voulez mon avis, je crois même que au niveau, vous voyez, tous les conseils que vous avez créés, il faut faire balle neuve. D'accord? Ils sont fatigués. Ils sont là depuis le mois de mars. Ils sont épuisés. Ils sont nombreux aussi. Il y en a beaucoup des conseils. Oui, non, mais justement, on fait un peu le ménage. Voilà. Et on fait balle neuve. Parce que l'objectif là, il y a un objectif. Je reprends ce qu'a dit le président de la République en disant la vaccination c'est comme une promenade de famille, ça va pas du tout. Il a dit ça il y a 3 semaines quand même. Et en fait, on est toujours au rythme de la promenade de famille. Et c'est pas possible. Israël les a eu et en a eu beaucoup plus que nous. Il a payé 3 fois. Et alors, ça coûte combien la réanimation? Ça coûte combien les malades?
Ça coûte combien les hôpitaux? On n'aurait pas eu ni la quantité ni le prix. Mais pourquoi Israël l'a eu? Attendez, excusez-moi, juste un 9 instant. millions d'habitants. C'est pas 300 comme en Et ils en ont combien de vaccins? Ils en sont à combien de vaccinés? Mais eux, ils vont vacciner. Ils en sont à 5 ou 6 millions? Ils n'ont pas besoin de la même quantité de doses. Ils en sont à 5 ou 6 millions aujourd'hui. Mais attendez, Pfizer, dès le début, avait décidé que Israël serait son laboratoire. Et ça donc c'est pour ça. Si vous voulez qu'on parle d'Israël, Israël a vacciné 25% de sa population. Nous sommes à 0,5%. On n'a pas la même quantité de population non plus, ça c'est vrai. D'accord, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Parlons en millions, et en millions, ils sont devant nous de toute façon. Il faut quand même s'interroger sur un fait. Nous sommes la seule puissance du Conseil de sécurité qui n'a pas de vaccin national. Castex a dit il va falloir réindustrialiser la France. Moi, je pense que c'est vraiment un objectif avec vraiment des industries qu'il faut remettre. Vous avez raison, l'industrie du médicament, la production de matériel pour notre indépendance sur les hôpitaux, les trucs de sécurité, etc. Donc, alors c'est passionnant pour vous trois, parce que c'est vraiment de la politique. C'est de se dire comment on reconstruit finalement le pays. Mais là, le problème, je voulais parce que c'est hyper important. Là, le problème qui vous aura pas échappé, c'est que le virus, il a muté. Ce qui veut dire que le schéma qu'on avait tous en se disant il va faire un tour, d'accord, il va faire une année, il va s'en aller, ça va aller. Non, il a muté. Donc faites attention à ce que ça soit pas un virus qui reste pendant des années. Le président de la République a réuni aujourd'hui en fin d'après-midi un conseil de défense au cours duquel ont été examinés l'état de la situation sanitaire ainsi que les projections les plus récentes sur la diffusion du virus, production réalisée sous l'égide du Conseil scientifique. J'ai conduit hier et avant-hier des concertations avec les représentants des groupes parlementaires et politiques, des associations d'élus locaux et des partenaires sociaux. Il apparaît que si la situation sanitaire reste mieux maîtrisée en France que chez beaucoup de nos voisins, elle est cependant préoccupante. Près de 27 000 de nos compatriotes sont hospitalisés pour Covid. Plus de 3 000 personnes sont en réanimation. Et je veux saluer une nouvelle fois l'engagement de nos soignants. La progression des variants dits anglais et sud-africains fait peser un fort risque d'accélération de l'épidémie. La question d'un confinement se pose légitimement compte tenu de ces données. Mais nous en connaissons l'impact très lourd pour les Français sur tous les plans. Ce soir, nous considérons, au regard des chiffres des derniers jours, que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter. C'est pourquoi, en complément des mesures de couvre-feu qui ont produit des effets réels mais insuffisants, nous avons décidé de prendre sans délai les mesures complémentaires suivantes. Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux. Cela s'appliquera à partir de dimanche 0 heure. Toute entrée en France à partir d'un pays de l'Union européenne sera conditionnée à la réalisation d'un test PCR, à l'exception des travailleurs transfrontaliers. Tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront également soumis désormais à la production de motifs impérieux. À compter de ce dimanche, les centres commerciaux non alimentaires d'une surface supérieure à 20 000 m², c'est-à-dire ceux qui favorisent le plus de brassage des populations, seront fermés. Ça te fait rire ? Ça te fait rire ? Dès lundi, les jauges seront renforcées dans toutes les grandes surfaces. Le quoi qu'il en coûte, prêt garanti par l'État, fonds de solidarité, chômage partiel, s'appliquera bien sûr pour tous les salariés et les entreprises concernées. Dans toutes les entreprises où cela est possible, le recours effectif au télétravail devra être renforcé.
À cet effet, une concertation sera conduite lundi avec les partenaires sociaux pour en définir les modalités. Ce principe s'appliquera de la même manière dans les administrations publiques. Les policiers et les gendarmes seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l'organisation des fêtes clandestines et l'ouverture illégale de restaurants dans des proportions renforcées. Les dérives de quelques-uns ne sauraient ruiner les efforts de tous. Une consigne de particulière fermeté sera donc appliquée pour ceux qui fraudent les règles en vigueur. Enfin, dès la semaine prochaine, notre stratégie tester, alerter, protéger sera amplifiée. Mes chers concitoyens, plus que jamais, nous devons tout faire pour respecter ces règles et celles qui nous permettent, au jour le jour, de lutter contre cette pandémie. À chaque étape, les efforts collectifs et individuels que nous avons faits ont été payants. Et du fond du cœur, je vous en remercie. Il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Il y avait un important travail à faire et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité, personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Moralité, sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit, sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place. Car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement, on ne trouve personne. Un bon mouvement parle. Donc aujourd'hui, nous allons continuer d'abord nous concentrer sur les plus fragiles, c'est-à-dire nos aînés et nos concitoyens qui sont les plus vulnérables. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. Dans quelques semaines, c'est-à-dire début mars, nous aurons vacciné l'ensemble des pensionnaires de maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD, qui ont souhaité, 80% ont souhaité, ça représente environ 500 000 de nos concitoyens, ils seront tous vaccinés début mars. Tu mens. On aura vacciné largement au-delà de ces établissements, dans cette période aussi, les plus de 75 ans. Nous allons continuer cette stratégie et d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin. Tais-toi. C'est exactement le même rythme, la même solution que nos voisins allemands et que nos autres voisins européens. Ça suffit, là. Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons... Jean-Michel Blanquer, les tests dans les écoles, tests salivaires dans les écoles primaires. Oui. On en est à combien de tests aujourd'hui? Parce que chiffres, vous avez annoncé plein de chiffres. On était à 300 000, oui. On devait avoir 300 000 tests cette semaine. Oui, eh bien c'est probablement ce que nous aurons ce soir comme bilan. 300 000. Vous savez, oui, j'avais dit qu'on ferait... Écoutez, on part de zéro sur les tests salivaires. On est parti il y a 3 semaines de zéro. Et il y a toujours beaucoup d'exigences en France vis-à-vis de c'est normal. C'est normal. Mais je voudrais dire qu'on est parti de zéro et qu'aujourd'hui on est le pays qui fait le plus de tests salivaires à grande échelle dans un système scolaire, disons-le. Ensuite, il y a eu une montée en puissance et j'avais dit on monterait jusqu'à 300 000 à la mi-mars. Nous sommes à la mi-mars et ce soir, c'est la semaine où nous avons pu déployer autour de 300 000 tests. Après, l'acceptation des tests... nous serons à 300 000 tests. Au moins 300 000 tests proposés. En général, vous avez autour de... Attendez, proposés, oui, mais je vais vous pas expliquer. réalisés, quoi. Réalisé, ça va être autour de 80% de ce qui est proposé. Nous n'y pouvons rien. Si les gens... C'est sur la base du volontariat. Et quand on fait les tests nasopharyngés, on a un taux de volontariat d'autour de 20%, 20 à 30%. Quand on fait les tests salivaires, on a un taux d'acceptation des familles, on est obligé de demander l'accord des familles, qui est de l'ordre de 80%. Donc, par exemple, la semaine dernière, on en a proposé autour de 150 000, on a eu environ 70% de taux d'acceptation, ça nous a donc fait à peu près 100 000, un peu moins de 100 000 tests réalisés. Cette semaine, nous en aurons proposé 300 000, c'est trop tôt pour vous dire combien auront été faits en réalité, mais ce sera sans doute un chiffre autour de 250 000. Donc c'est une montée en puissance. On veut toujours voir le verre à dixième vide. On a surtout
non pas vous, mais j'entends dans le débat public. Ce que je vois, jugement, je pose des questions. Ce qu'il faut bien noter, c'est une montée en puissance conforme à la courbe que nous avions prévue. Mais le plus important, c'est les résultats. C'est le résultat. Bien sûr. Alors que donnent ces résultats nous donnent un taux de contamination en moyenne d'environ 0,5%. Hein, donc c'est-à-dire 500 pour 100 000. Ça fait 0,5, oui, ça fait 5 pour 1000. 0,5%, ça fait 5 pour 1000. Ça fait 500 pour 100 000. Ça fait 500 pour 100 000, on peut quand même. C'est au-dessus du taux d'incidence. 5 000 pour 1 million. C'est au-dessus du taux d'incidence. Oui, mais c'est tout à fait. Ça veut dire que le virus circule dans les écoles, et largement. Bien sûr que le virus existe partout dans la société, mais dans l'école, les enfants qui sont contaminés, la plupart du temps, quand on remonte la chaîne de contamination, c'est pas du tout à l'école qu'ils se sont contaminés, ils se sont contaminés en famille. Donc, le fait d'aller en milieu scolaire n'est pas... contaminent les familles quand ils rentrent chez eux. Non, c'est plutôt qu'ils peuvent éventuellement contaminer... Professeur Raoult, la France passe en cette fin de semaine le cap des 100 000 morts. Êtes-vous d'accord? Il faut se méfier des mots, c'est compliqué. Un des débats qui va avoir lieu, qui va être un des débats les plus compliqués, c'est est-ce qu'un mort vaut un mort? En fonction de ce que vous analysez plus précisément, vous n'avez pas le même résultat. Je ne fais pas le même métier que vous, donc je ne suis pas obligé d'avoir une opinion tous les jours. Je suis gentil, ne sortez pas les violons. L'espérance de vie de quelqu'un, on a calculé ça d'une manière très précise. 88%, pour vous dire de manière très précise, des gens qui sont morts ici au CHU de Marseille, avaient une espérance de vie. Bien entendu, je suis médecin, j'ai de la compassion pour tout le monde, mais il n'empêche que, si vous voulez, la perte de chance ou la perte de vie ou la perte d'espérance n'est pas de même nature chez les uns et les autres. Vous savez, moi, je n'ai pas de raison, ni je gagne pas d'argent s'il y en a plus, et il y en a qui gagnent de l'argent. Je gagne pas moins d'argent, si un peu, je gagne la même somme, je suis fonctionnaire. Je m'en fous complètement. Moi, mon métier, c'est d'être scientifique. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose d'un peu complexe. Vous savez, les généraux romains ne faisaient pas une guerre sans demander l'avis des hospices et des aruspices. Alors, regardez si le vol des aigles passait de droite à gauche ou de gauche à droite, et si le foie des volailles était bien au bon endroit. Et donc, c'est vieux comme l'humanité d'avoir un besoin de prédiction. Mais cela étant, c'est pas mon rôle à moi. Il y a des gens qui se régalent avec ce rôle, hein, chez vous, qui viennent régulièrement. Ils adorent prédire ce qui va se passer. À la différence de vous, parce que c'est pas votre métier, et puis à la différence de la plupart des gens qui parlent, vous voulez, là aussi, vous êtes à la recherche, c'est pas étonnant, le monde fait pas de la science, il fait du symbole. Il s'est passé quand même un phénomène qui est un phénomène très important, et qui est un phénomène, si vous me posez la question de savoir est-ce que ce phénomène risque de se reproduire, je pense que oui. Et donc, réellement, la différence majeure, vous n'avez qu'à la regarder, mais c'est disponible partout si on veut bien regarder les chiffres, y compris ceux de l'INSEE. Vous vous retrouveriez dans des situations dans lesquelles, ce qui n'a rien à voir, mais absolument rien à voir, mais c'est parce que le monde a l'habitude de dire des bêtises. Oui. Les autres, je ne sais pas, puis je m'en fiche parce que je pense que les gens ne regardent pas réellement les données. Donc, chacun raconte ce qu'il veut. Nous, je regarde, et là, ce dont je vous parle, c'est tous les morts et tous les gens qui sont hospitalisés en réanimation dans tout le CHU de Marseille. Donc c'est pas seulement nous, et bien entendu, je sais qu'il y a des couillons qui disent comme ils n'ont pas de réanimation, ils n'ont pas de mort. Alors il y a une chose que j'ai comprise, j'ai pas tout compris, mais je comprends jamais tout, parce que je doute que je suis, et donc c'est parce que je doute que je pense. Parce que si on ne doute pas, on ne pense pas. Non, parce que ça dépend à qui je parle. Qu'est-ce que je vous dis? Quand vous êtes gros et que vous êtes sur le dos, vous avez moins de poumons que quand vous êtes sur le ventre. Mais il s'est créé, y compris des outils, des lits qui sont creux au niveau de l'abdomen pour que l'abdomen tombe dans le creux. Si vous voulez, je crois quand même que ça, je continue à penser que c'est une erreur de ne pas soigner les gens. Voilà. J'ai eu des ennuis quand même à cause de ça, parce que y a des médecins qui disent, comprenez, lui dit qu'il faut soigner les gens, et les malades nous disent pourquoi vous ne voulez pas me soigner, alors que le gouvernement nous dit qu'il ne faut pas les soigner. Vous savez, on peut répéter en boucle ça en France. Donc, si vous voulez, vous savez, je vous l'ai dit, mon temps et votre temps n'est pas vraiment le même. Toutes les études qui montrent que ça ne marche pas sont liées avec des gens qui ont des conflits d'intérêts avec Gilead. 100%. C'est une histoire de philosophie qui est une histoire
compliqué, moi je pense qu'on vit, c'est pour ça que c'est si compliqué, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Donc on est à la fin d'une histoire, il y a des gens qui ne sont pas rendus compte qu'on était à la fin de cette histoire, c'est tout. Vous inquiétez pas, encore une fois, le temps fait le tri. Hein. Si vous croyez, vous êtes un enfant, et vous le prenez comme ça, mais vous le prenez comme vous voulez, je m'en fous. Écoutez, il s'est passé un truc, j'y peux rien, vous voulez pas faire le ménage dans votre tête, vous le ferez un jour. Non, mais écoutez, moi, vous n'essayez pas de comprendre. Vous dites, eux pensent ça. Écoutez ce que je vous dis. C'est un faux, complètement faux, et vous n'avez pas de questions. C'est extraordinaire. Et il y a ensuite tous les gens qui commencent à se déchaîner sur votre plateau télé. À vous. D'accord, donc tout ça, vous avez qu'à le regarder, c'est des données factuelles. C'est pas compliqué, c'est extraordinaire. C'est la plus grosse escroquerie scientifique que j'ai vue de ma vie. C'est pour ça que c'est intéressant. La science, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. C'est un métier. Mais moi, je fais que de la science, je m'en fous, je fais pas de la propagande. Je vis ni avec ni contre. Si vous voulez, encore une fois, la sémantique, c'est la manière de nommer les choses, elle est pleine de symbolique et c'est compliqué. Vous savez, la manière de calculer ça, c'est les modèles. Et les modèles, j'y crois comme... j'y crois pas pour une raison, c'est que pour pouvoir savoir, je vais essayer d'être simple, pour pouvoir comparer les choses, il faut que toutes les autres choses soient égales par ailleurs. D'abord, les épidémies, c'est compliqué. Moi, j'ai appris, récemment, l'existence des visons sauvages, la densité des visons sauvages en Bretagne, par exemple. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. La France, l'Espagne et l'Italie et l'Angleterre, d'ailleurs, et la Belgique sont des pays. Oui. Et bien entendu, les îles, c'est très facile d'isoler une île. Scientifiquement, on peut dire avec prudence, parce qu'il faut toujours être prudent. C'est rien, franchement. Je ne sais pas. Si vous voulez, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas du tout un complotiste. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un grand chef d'orchestre là qui manipule tout. Si vous découvrez à votre âge que la corruption existe, c'est que vous êtes un enfant de cœur. Écoutez-moi, ce que je vous dis va être assez simple. Je ne suis pas un complotiste, donc je ne crois pas que on organise la peur. Je pense que quand on voit que le ministre de la Santé a peur, je pense qu'il a peur pour de bon. Je pense, c'est une des premières choses que j'ai dites et que je maintiens. J'ai peur de la peur. Je pense que la panique est une chose qui est effrayante. Vous savez, les comptes se règlent à la fin. On verra. Ouais. Voilà, au jour le jour, si vous voulez. On a été créé, il y avait un directeur de l'INSERM qui était enthousiaste, un directeur du CNRS qui était enthousiaste. 2 ans après, ils voulaient tous les deux nous tuer. Vous croyez que je crois vraiment ce que disent les gens ici, mais vous rigolez. Vous croyez que le mensonge, c'est quoi? C'est le truc, il y a que les Chinois qui mentent, mais vous rigolez. Non, enfin, vous ne pouvez pas avoir fait ce métier pendant 20 années et ne pas savoir que les gens mentent. Quand même. De temps en temps, j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est de la naïveté, mais d'un coup, les gens disent non, mais vous croyez que les gens qui manipulent des milliards, ils peuvent faire de la corruption? Oh, quelle surprise incroyable, vous nous dites, monsieur Raoult. C'est comme ça. Je m'en fiche que vous ne le croyez pas, je m'en fous. Ça, c'est scientifique, c'est pas une opinion. Si vous voulez, oui. Vous êtes vacciné, professeur Raoult? Ça ne vous regarde pas. D'accord. Ma santé ne vous regarde pas. À l'IHU, l'IHU, on vaccine. Hein. Les soignants de l'IHU sont vaccinés Ça dépend. Il y en a qui décident de se vacciner, il y en a qui décident de ne pas se vacciner. À vue de nez, je pense que la majorité est vaccinée. Et si vous ne voulez pas répondre à la question, c'est peut-être parce que... vous pensez ce que vous voulez. Vous avez un doute sur le vaccin? Non, je ne réponds pas aux questions personnelles. Je pense que ça ne vous regarde pas. Moi, je ne vous pose pas de questions sur vos petites amies, ni de savoir si vous avez eu la syphilis quand vous étiez jeune. Enfin, c'est un grossier personnage. Faites attention, parce que vous avez essayé par des moyens détournés de me poser 3 fois la même question. Je vous ai prévenu à l'avance. Vous m'avez prévenu juste avant l'entretien que 3 fois la même question, vous barrez. C'est ça? Oui, on s'arrête. Donc il me reste un joker? Même pas. Non, même pas. Vous voulez bien reprendre le fil de ce que vous posiez comme question au départ. Je pense qu'il ne faut pas manager les crises par la peur. Parce que quand on manage les crises par la peur, tout le monde attend une baguette magique ou une situation miraculeuse qui permettrait d'un coup d'arrêter les choses. On va arrêter. Ça y est, on va arrêter. Et je considère qu'à moyen terme, ça représente un certain danger, parce qu'après avoir dit aux gens, écoutez, non, tout va s'arrêter, si tout ne s'arrête pas, le désespoir va prendre des mesures considérables, et la crédibilité de ce que nous disons va diminuer. La nuance est quelque chose qui passe mal à la télé, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une baguette magique, mais que dans un monde compréhensible,
eh bien, ça devrait diminuer la population sensible et donc diminuer la diffusion du virus et l'épidémie. Si vous me dites, est-ce qu'il va plus demain, il va plus y en avoir, je vous ne dirai pas ça parce que j'en sais rien et que ça me paraît pas le plus raisonnable. Voilà. C'est compliqué ce que je dis. Vous savez, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, le jeu de cartes que je fais depuis 50 ans pour vous prouver que j'ai toujours raison. Vous savez, c'est ce que vous me faites là. Mais je connais ce jeu par cœur. Alors, regardez, moi je vous sors cette carte, des cartes, il y en a dans tous les sens. On verra bien. Tous les gens, honnêtement, de toute manière, si les gens doivent être terrifiés à l'idée de ne pas avoir été vaccinés tous les jours de leur vie, il vaut mieux qu'ils soient vaccinés plutôt qu'ils bouffent du Tranxène tous les jours. Hein. Donc si ça les rassure et que ça leur fait du bien, c'est bien qu'ils le fassent. Hein. J'aurais tout entendu dans ma vie. Franchement, il faut oser me traiter de charlatan. Franchement, il faut oser. C'est un truc, c'est vraiment... Je suis allé, j'ai vu les gens, j'ai beaucoup ri. Oh, mais honnêtement, ça n'avait pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, mais vous êtes naïf, vraiment. Alors racontez-moi, vous êtes en contact avec le président Macron régulièrement ? Écoutez, en tout cas, vous voyez bien, je ne sais pas, vous voyez bien que... C'est le rôle de l'IHU, en effet, de gérer ce genre d'épidémie. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites, donc. Je vous signale, nous en parlions avant, qu'on a eu 60 millions de personnes qui regardent ce que nous racontons, quand même. Si ça, c'est pas de l'influence, c'est beaucoup. Il y a à peu près 5 milliards de personnes qui vivent dans des pays dans lesquels on leur recommande le traitement que j'ai recommandé. Si ça, c'est pas de l'influence, je ne sais pas ce que c'est. Quant au discours actuel du ministre de la Santé, je m'excuse, mais il ressemble beaucoup à ce que je disais il y a 6 mois quand même. Hein. En face de moi, j'avais 2 astrologues qui prédisaient l'avenir et que je n'ai pas envie de discuter avec les astrologues. C'est qui les astrologues ? Il y avait Fontanet et puis un autre jeune là, de l'Institut Pasteur qui venait justement de l'Impérial. Parce que le roi des astrologues, le plus grand gourou de la prédiction d'avenir, c'est un type qui s'appelle Ferguson, qui tous les 2 ans prédit quelques millions de morts avec une nouvelle maladie. Il finit par avoir raison, parce que sur 10 fois qu'il a prédit qu'il allait y avoir des millions de morts, il y a une fois où ça se passe. Hein. Vous êtes toujours en contact avec le président de la République ? Ça ne vous regarde pas. Ça aussi, c'est de la vie privée ? Ah, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. En tout cas, je ne répondrai pas à cette question, ne me la posez pas une 3e fois. Ah oui, je rappelle l'avertissement. 3 fois la question, le professeur s'en va. Vous connaissez le professeur Eric Combe ? Non, écoutez, je connais de nom, mais j'ai peut-être vu, mais je ne vois pas qui c'est. Peu importe l'opinion des uns et des autres, je n'ai pas l'habitude de lire ce que les gens disent de moi, je m'en fous, ça m'indiffère. Ça dit tout ce que ça veut dire. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Merci, oui. De m'avoir permis. Je vous ai pas engueulé. C'est fini là ou pas? Et vous êtes resté jusqu'au bout de l'interview et vous avez répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Mes chers concitoyens, près de 3 semaines après l'entrée en vigueur des mesures de lutte contre l'épidémie, annoncées le 31 mars dernier par le Président de la République, je viens ce soir, avec plusieurs membres du gouvernement, vous dire où nous en sommes et vous présenter les perspectives qui se dessinent pour les prochaines semaines. La situation sanitaire s'améliore dans notre pays. Nous constatons depuis 10 jours une baisse réelle de la circulation virale. Le nombre quotidien de nouveaux malades a baissé de 17% en une semaine et s'établit aujourd'hui à un peu plus de 30 000 cas par jour. Cette décrue concerne près de 80% des départements. Elle est plus marquée dans les territoires Île-de-France, Hauts-de-France, Alpes-Maritimes, où l'épidémie était repartie à la hausse plus vite et dans lesquelles nous avions pris des mesures anticipées dès le 20 mars dernier. Le pic de la 3e vague semble donc derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée. On voit bien du reste que l'épidémie reste active partout, chez plusieurs de nos voisins européens en particulier, je pense notamment aux Pays-Bas ou à l'Allemagne, où l'épidémie progresse à nouveau légèrement depuis 2 semaines, et ce en dépit de mesures de freinage strictes qui s'appliquent dans ce pays depuis plus de 4 mois déjà. Dans nos établissements de santé, la pression reste très forte puisque nous comptons actuellement près de 7 600 personnes hospitalisées en soins critiques, dont 6 000, c'est-à-dire près de 80%, sont touchées par la Covid. Nous devons rester d'autant plus vigilants
que l'épidémie reprend fortement dans certaines parties du monde. Et il est de notre devoir de nous en prémunir en maintenant un haut niveau de contrôle sur les déplacements, notamment vers ou en provenance de pays confrontés à une situation sanitaire à haut risque. L'apparition de nouveaux variants plus résistants aux vaccins, notamment au Brésil et récemment en Inde, justifie de durcir encore nos conditions pour les arrivées en provenance des pays les plus à risque. À ce jour, ces variants circulent peu sur notre territoire, puisqu'ils ne représentent que 4% des cas positifs, et cette proportion a d'ailleurs tendance à se réduire depuis quelques semaines. Il faut donc tout faire pour que cela ne s'inverse pas. Dès ce lundi 26 avril, tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que leurs enseignants, regagneront leur classe, fidèles en cela à notre objectif, depuis la fin du premier confinement, d'assurer aux élèves la continuité de ce lien physique le plus qu'il soit possible. En cet instant, je pense à toutes celles et ceux qui sont morts de la Covid, à leurs proches et à nos concitoyens qui en portent des séquelles durables. Mais je sais aussi que nous avons de vrais motifs d'espoir. Nous progressons. Des perspectives nouvelles s'offrent à nous et nous sommes déterminés à franchir chacune des étapes qui nous conduiront, j'en suis sûr, à un été le plus normal possible. En Angleterre, on a très clairement mis en évidence que c'est une vaccination massive. Et là-dessus, ça a été un enjeu de Boris Johnson. Soit dit en passant, il lui reste aujourd'hui le gros enjeu de la deuxième dose. Ils vaccinent beaucoup plus vite que nous pour les deuxièmes doses. Oui, mais enfin pour l'instant, on est encore loin du chiffre puisqu'ils sont derrière nous en termes de nombre de personnes vaccinées en 2 doses. Si, l'Angleterre. Ils sont bien devant nous. Ah non, pas l'Angleterre. Non, l'Angleterre est derrière nous en 2 doses. Ah non, je peux vous l'assurer, vous pouvez regarder les chiffres. On va regarder. Ils sont, avec grand plaisir. Ils sont derrière nous. Ils sont loin devant nous en une seule dose, mais ils sont derrière nous en 2 doses. Alors, donc on est à un peu plus de 14 millions de premières doses en France, 5 500 000 deuxième doses. Je viens de chercher les chiffres au Royaume-Uni, donc qui ont été mis à jour il y a exactement 1h26, 33 752 000 premières doses, 12 897 000 secondes doses. C'est-à-dire que en seconde dose, ils sont quasiment à 1 million près au niveau où nous sommes en première dose. C'est la situation du Royaume-Uni. Les chiffres officiels, il y a 1h25. C'est pas les chiffres que j'avais, mais bon. Mais c'est les chiffres qu'on a tous les jours et on a beau le répéter tous les jours sur les plateaux. On a beau le répéter tous les jours sur les plateaux. Ils sont régulièrement contestés. C'est un fait. Est-ce que je peux Non, laissez-moi finir. Oui. C'est un fait. Vous avez contesté les chiffres que je donnais, donc laissez-moi finir. C'est un fait. Calmez-vous quand même. On va se calmer. Vous avez contesté. Vous venez de contester. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir sur une chose. Il y a 3 Oui. Non, mais laissez-le finir parce que vous avez contesté ces chiffres. Vous venez de contester mes chiffres. Oui. Il y a 3 semaines, nous étions effectivement au même niveau de deuxième dose. En 3 semaines, nous avons pris un retard, non seulement sur les premières doses, mais sur les secondes doses. C'est un fait. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Nous avons, en quelque sorte, engagé la bataille contre ces variants qui, vous le savez, sont une menace face à laquelle nous devons nous protéger. Je souligne que nous procédons, dans le cadre des tests réalisés, à des séquençages pour bien repérer l'origine des virus. Je constate, et il faut absolument tenir cette ligne, que les variants, notamment brésiliens et sud-africains, non seulement sont très peu nombreux sur le territoire national, mais ont même tendance ces dernières semaines à régresser. Il est impératif de tenir cette ligne en parallèle du développement et du déploiement de la vaccination, car c'est là que se situe le chemin vers la sortie de cette crise sanitaire. Je vous remercie. On constate depuis maintenant une grosse semaine une augmentation de la proportion du variant sud-africain, notamment en petite couronne parisien, qui représentait 6% des diagnostics et qui en représente désormais 10%. Et systématiquement, dès qu'un cas positif de variant sud-africain, brésilien est enregistré, alors toute une logistique se met en place pour que dans la journée, les personnes qui ont pu être en contact avec ces personnes malades soient contactées pour être mises à l'abri et limiter la diffusion de ces variants. Un petit oiseau a pris sa volée
Un petit oiseau a pris sa volée, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris sa volée, a pris sa volée. A pris sa volée sur un oranger, a pris sa volée sur un oranger, sur un or à la volette, sur un or à la volette, sur un oranger. Me marier sur un oranger et me marier sur un oranger. Sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un oranger. Sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un oranger. Par contre, elle est chiante cette chanson parce qu'elle reste